Fake news de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Et pour ce 300e numéro d'Immédiat, un chiffre particulier, eh bien ça méritait bien notre retour sur le plateau de TV Liberté. Et Jean-Yves, ça fait du bien. Enfin déconfiné. Exactement. Complètement. Alors au sommaire de ce numéro, nous verrons d'abord que Donald Trump part en guerre contre les réseaux sociaux pour défendre la liberté d'expression. Chloroquine, ce que cache l'hystérie médiatique. Alors qu'une étude publiée dans une revue scientifique enflamme les débats autour de l'hydroxychloroquine, nous tenterons d'expliquer ce qui semble bien être une hystérie médiatique et politique. Jean-Jacques Bourdin en excès de vitesse, France Culture qui s'attaque au Puy du Fou, la semaine médiatique aura une fois de plus été chargée. Camélia Jordana, la haine anti-policier n'est pas couchée. Sur le plateau d'ONPC, la chanteuse Camélia Jordana a évoqué les massacres policiers contre les extra-européens. Une polémique médiatique révélatrice du climat actuel en France. Immédiat numéro 300, c'est parti. Et pour commencer cette émission, eh bien, c'est l'image de la semaine. Et cette image, Jean-Yves, c'est ces tweets de Donald Trump qui critiquent la possibilité du vote par correspondance en évoquant de possibles fraudes. Et Twitter qui rajoute bien une petite mention de fact-checking qui renvoie vers des sites d'information qui déclarent que cette affirmation de Donald Trump n'est pas fondée, n'est pas appuyée par des faits. Alors, c'est un fait que le vote par correspondance permet la fraude. C'est précisément pour cette raison qu'il est interdit en France, sauf circonstances très exceptionnelles, depuis 30 ou 40 ans. Voilà. Donc ça, c'est factuel, c'est français. C'est vrai aussi qu'aux États-Unis, il y a eu beaucoup d'opérations de fraude électorale et d'élections contestées. Vous vous rappelez peut-être, lorsque George Bush Jr. a été élu, il a fallu 3 semaines pour qu'il soit proclamé élu, tellement c'était confus entre lui et son adversaire s'agissant des votes de Floride. Et c'est encore plus vrai aux États-Unis pour les votes, pour les primaires, qui ne sont pas faits dans des conditions de parfaite garantie. En tout cas, c'est l'opinion de Trump. Alors, peut-être qu'il se trompe, mais ce n'est pas je ne sais quel individu de CNN de dire « il se trompe ou il se trompe pas ». Il porte le fait à la connaissance. Trump dit cela, il a le droit de ne pas le partager, mais ils n'ont pas à prétendre s'ériger en diseurs de vérité. En tout cas, Jean-Yves, les réseaux sociaux sont vivement critiqués par Donald Trump, qui voit une atteinte à la liberté d'expression dans ses mentions de fact-checking, etc. Et du coup, Donald Trump, eh bien, il s'érige un peu en héros de la liberté d'expression. Oui, à l'inverse de Macron, qui s'est érigé en héros de la censure, avec la loi Avia qu'il a fait voter, avec la loi sur les fake news, qui a été relativement peu appliquée, mais qui était exactement cet esprit-là. Quelqu'un va dire quelque chose en campagne électorale qui ne me convient pas, je le fais contrôler par des fact-checkers. Avec beaucoup de chance, les fact-checkers, c'est CNN aux États-Unis, c'est l'AFP ou Le Monde en France, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que les fact-checkers? C'est Big Media. Donc je fais contrôler par Big Media la vérité, c'est sûr que c'est plus la peine de voter à partir de là. Et on se doute bien que les fact-checkés, ceux qui se font corriger, sont plus souvent Donald Trump que Joe Biden aux États-Unis, a priori quand même. Par exemple, et Macron, si on l'avait fact-checké, lui, et Véran, et Buzyn, et Sibeth pendant toute la campagne sur le coronavirus, il y aurait du boulot. Il y aurait du boulot, oui. Alors, curieusement, d'ailleurs, les fact-checkers ont très peu fact-checké ça. Oui, c'est vrai. Voilà. Ah.
Alors passons au premier sujet, chloroquine, ce que cache l'hystérie médiatique. Ok, c'est parti. Le samedi 23 mai, c'était le branle-bas de combat dans tous les médias. Tous reprenaient la nouvelle d'une étude récemment publiée dans une revue scientifique, The Lancet. Et les deux 20h en ont même fait leur une. Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. À la une ce soir, est-ce la fin du débat sur l'efficacité de la chloroquine? La publication d'une vaste étude sur 15 000 patients pourrait mettre un terme à sa prescription en France. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Faut-il arrêter la chloroquine? La France va réétudier la question, conséquence d'une dernière étude basée sur 96 000 cas. Le médicament n'aurait aucune efficacité contre le coronavirus. Il serait même dangereux pour certains patients. C'est quand même absolument rarissime, si ce n'est sans précédent, que les deux 20h ouvrent sur la publication d'une étude scientifique, parce que qu'est-ce qui est le moins facile à présenter médiatiquement, si on veut être un peu honnête? C'est une étude scientifique. Parce qu'une étude scientifique, c'est forcément un petit peu complexe, et donc ça se prête pas forcément au traitement en 25 secondes, quoi. Voilà. Mais là, on est dans une opération, évidemment, d'orchestration et de répétition, puisqu'on va trouver cette information absolument partout, et donc qui va viser à ahurir l'opinion. Alors effectivement, on a toutes les chaînes d'infos qui ont repris cette nouvelle, BFM, CNews, et les spécialistes se sont succédés sur les plateaux pour évoquer ce sujet. BFM donnait ainsi la parole aux deux camps, avec d'abord le professeur Rapp. La chloroquine et surtout l'hydroxychloroquine associée à des antibiotiques et notamment l'azithromycine qu'on a beaucoup utilisé en France est inefficace sur le coronavirus. Et puis en défense de l'hydroxychloroquine, BFM a donné la parole à Philippe Douste-Blazy. Une séquence de son intervention a eu un énorme succès sur les réseaux sociaux. La voici. En fait, cette étude, moi je la remets en cause totalement pour une seule raison que vous allez bien comprendre. C'est que dans le groupe hydroxychloroquine, ce sont des malades beaucoup plus graves. Donc 20% des gens sous hydroxychloroquine ont besoin d'oxygène, et dans le groupe contrôle, c'est uniquement 7%. Donc c'est totalement biaisé. Donc si vous donnez de l'hydroxychloroquine à des gens qui vont mourir, c'est sûr qu'ils vont mourir. En fait, il se trompe dans la lecture du tableau, puisqu'il dit il y a beaucoup de patients qui sont sous oxygène, donc qui sont plus mal partis. Or, c'est le chiffre qui apparaît à la fin et non pas au début. Ceci étant, ça prouve quoi? Ça prouve que dans la précipitation, tout le monde est appelé à commenter des études qu'il ne connaît pas. L'autre médecin, il explique que la chloroquine ne sert absolument à rien. Ouais. Mais c'est pas ce que dit l'étude. L'étude, elle traite de la chloroquine dans une phase avancée de la maladie et pas une phase de départ. Donc, en fait, ils n'ont pas le temps de lire avant de commenter. Et donc là, on voit l'effet de la précipitation médiatique dans les deux sens d'ailleurs. Et justement, une fois qu'il y a eu ces premiers avis qui ont été donnés, et cette inexactitude de Douste-Blazy, est-ce que malgré tout, on peut dédouaner cette nouvelle étude de nombreuses critiques qui peuvent être faites par certains observateurs? Alors, il y a une critique qui a été faite, qui est assez frappante, c'est que sur toutes les données, le poids, les traitements, toutes les populations qui viennent quand même de 6 continents, donnent à peu près les mêmes chiffres moyens. Donc, ça pose la question de savoir comment on a pu arriver à avoir les mêmes chiffres à peu près partout. Alors évidemment, ça permet de comparer des choses comparables, sauf que comment on est arrivé à avoir les mêmes chiffres partout, par quelle procédure de sélection on a retenu certains malades dans le panel et pas d'autres dans le panel. Ça, c'est une vraie question. Il y a des trucs d'ailleurs absolument extraordinaires, puisque sur l'Australie, apparemment, on a vu toute la population, puisqu'il y a autant de morts dans l'étude qu'il n'y en a eu dans toute l'Australie au moment où l'étude a fini au 14 avril, qui est la dernière date de remontée des infos pour l'étude. Donc c'est tout à fait étonnant. Et justement, sur cette question, un petit peu de la méthode, on a aussi des doutes de la part d'un médecin interrogé par BFM. C'est une publication le 21 mai, donc c'est extrêmement étonnant qu'une aussi grosse masse de données puisse être analysée aussi rapidement.
Au bas mot, c'est une étude à 50 millions d'euros, si on pense qu'elle a été faite sérieusement. Donc on va se demander déjà aussi qui l'a financée. Si on veut faire des études de qualité, il faut regarder chaque observation, analyser ses résultats. Et je doute que les 96 032 dossiers aient été analysés correctement. Malheureusement, c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment en matière de recherche clinique. On rentre des données en informatique, il n'y a plus un seul médecin qui regarde les dossiers. Donc la méthodologie me paraît un peu surprenante. Alors, il y a deux autres études, effectivement, en France, au Royaume-Uni, en double aveugle, randomisée, qui, elle, ne conclut pas à une surmortalité. Elle ne conclut pas forcément, d'ailleurs, à une grande efficacité, mais elle ne conclut pas à une surmortalité. Mais évidemment, ces deux études n'ont pas fait la une des médias. L'étude qui a fait la une des médias, c'est bien celle qu'elle est dans le sens, on va dire, sanitairement correct, parce que on a du politiquement correct, on a de l'historiquement correct, maintenant on a du sanitairement correct, c'est pas beaucoup plus sérieux. Mais alors justement, on a effectivement ces deux études randomisées en double aveugle qui démontrent bien que pour l'instant, elles n'ont pas noté de surmortalité. Pourquoi les médias se sont-ils focalisés à ce point-là sur cette étude, comme vous dites, sanitairement correcte ? Je crois qu'il y a un biais anti-Raoult. En gros, Raoult défend un point de vue populiste contre le point de vue de l'oligarchie médicale un petit peu. Donc les médias sont du côté Big Media et du côté de Big Pharma. C'est un peu, il y a une espèce de cohérence d'ensemble. C'est un réflexe plutôt que... il y a un agacement vis-à-vis de Raoult. Honnêtement, les spécialistes se sont beaucoup trompés. Moi, s'il y a, je crois, quelque chose qu'il faut retenir de cette crise, c'est qu'il faut se méfier des experts. Et des médias. Et des médias, bien sûr. Qu'il ne faut pas croire, quand on vous dit la science dit que, ça, c'est une phrase fausse. Parce que la science, elle est toujours en critique, en révision permanente. Et la vérité d'aujourd'hui, elle est susceptible d'être révisée demain en fonction d'éléments nouveaux. Et donc, il faut se méfier des arguments d'autorité. Et il faut bien dire que là, on a vu quand même 3 scientifiques, 4 avis, 4 médecins, 5 avis. Donc il faut être très très prudent. Et les médias ont tort de se focaliser sur une étude plutôt que sur d'autres. On a parlé de ces deux études randomisées. À un moment, ils nous parlaient de l'étude Discovery. L'étude Discovery aussi, semble-t-il, elle ne démontre pas ni d'efficacité dans l'état actuel, ni de surmortalité de la chloroquine, mais on n'en parle pas non plus, alors qu'avant, on nous l'expliquait que ça allait tout révolutionner. Si vous revenez 1 mois et demi en arrière, on nous expliquait que les études Discovery allaient tout révolutionner. Ouais, c'est compliqué à mener. Je ne sais pas si elles vont tout révolutionner. Elles risquent surtout d'apporter des résultats après la bataille, ou en tout cas après la première bataille. Des résultats nuancés qui, forcément, vendent moins de papier aussi. Alors, plus c'est nuancé, moins ça avance, ça c'est sûr. Clair. Alors, Jean-Yves, il y a aussi... Règles de propagande, simplification, répétition, orchestration. On est en plein dedans. Et Jean-Yves, il y a aussi un point, un biais médiatique qui peut expliquer un petit peu cette hystérie autour de cette étude. C'est peut-être tout simplement un homme politique bien célèbre. Trump s'est très engagé. Et il faut savoir, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui quand on lit les médias si on n'a pas en tête que les États-Unis sont en élection présidentielle, que le système global, les médias d'un côté, l'État profond américain de l'autre, veulent prendre la revanche sur l'élection de 2016 où Trump a été élu malgré la volonté de l'État profond américain, malgré la volonté des grands médias américains. Ils veulent prendre la revanche et donc tous les arguments sont bons. Ouais. Trump a dit la chloroquine c'est formidable, paf, eh bien on dit non, ça tue beaucoup de monde. C'est une action de campagne électorale et comme en France, nos médias regardent ce qui se passe outre-Atlantique et sont clairement dans le camp démocrate, dans le camp de l'État profond américain, ils relaient ça, quoi. Alors, pour appuyer un petit peu... Raoult est une victime collatérale de Trump. Pour appuyer indirectement. Pour appuyer un petit peu ce propos, Jean-Yves, on voit que le Washington Post, quand il a traité de l'étude du Lancet, il a titré, non pas sur la chloroquine qui augmenterait le risque de mort, mais sur un médicament promu par le président Trump qui augmenterait le risque de mort du coronavirus. Donc on est bien dans la manipulation politique. Alors Jean-Yves, il y a aussi un petit point qui vous a marqué dans cette étude, et vous vouliez un petit
peux Alors, l'évoquer. Ben oui, Nicolas, vous savez que les races n'existent pas. C'est effectivement On est d'accord, les races n'existaient pas. le discours Eh officiel. bien, figurez-vous que dans cette étude du Lancet, qui est présentée comme la grande étude par tous les médias, qui fait le 20 heures, alors là, les races existent. Étonnant. Les races existent, parce que la population étudiée est classée en différentes catégories d'âge. Donc l'âge existe, oui, ça c'est vrai d'ailleurs. Le sexe, donc le sexe existe Alors aussi. ça, c'est déjà un peu plus douteux. Déjà, hein. c'est un peu douteux. Ce qu'on appelle les morbidités, enfin les maladies, et la race. Et la race. Les races n'existent pas, eh bien si, elles existent dans les études médicales, et dans les études médicales promues par les grands médias. Alors messieurs, mettez-vous d'accord, elles existent ou elles n'existent pas? Alors, il y en a un qui existe bien, c'est Didier Raoult, qui était plus que jamais partout dans les médias cette semaine, sur les lèvres des journalistes, des chroniqueurs, mais aussi sur LCI pour un entretien filmé, dans l'Express pour un grand entretien très musclé qu'on va voir, et même chez André Berkoff à la radio hier. Et donc dans l'Express, eh bien, c'était un entretien choc coup de poing. Voici quelques extraits savoureux sur les médias. Didier Raoult qui déclare « Je crois que je représente quelque chose d'un choc qui secoue le monde en ce moment, c'est-à-dire qu'on vient vous disputer le monopole de la parole, vous, ce sont les médias, ce droit de dire dont vous jouissez, notamment vous les médias, on vous le dispute, on vous le vole, on s'en fout de vous, maintenant on dit les choses nous-mêmes. » Et dans nous, il parle des réseaux sociaux, YouTube, etc. Il déclare également « Je suis pour la liberté, sur les réseaux sociaux il y a le pire mais aussi le meilleur, tandis que dans la presse traditionnelle, il n'y a pas le meilleur, c'est tout juste du moyen ou du médiocre. » Ça, je trouve ça très profond. C'est Très profond, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a tout, mais il y a beaucoup de pépites. Et les pépites dans les médias traditionnels, il n'y en a pas beaucoup. Il peut y en avoir quand même. Je vais être un peu moins sévère que le professeur Raoult. Et il conclut, une partie de l'agressivité des médias traditionnels est, je pense, liée au fait qu'on lui vole actuellement son rôle. La seule force qu'avaient les médias, c'était la crédibilité, mais ils l'ont abandonnée. Donc on voit... On ne contribue pas à leur maintenir. Hein. Non, mais c'est de notre côté, mais... C'est intéressant de voir Oui. qu'effectivement, il y a un discours un petit peu contre le politiquement correct promu par les médias. Bienvenue au club des critiques des médias, professeur Raoult. Bienvenue au club. Et bientôt chroniqueur dans les médias, pourquoi pas. En tout cas, quand il parle des médias, il a un discours qui est percutant. Passons à la revue de presse. Alors pour commencer cette revue de presse, on se dirige vers le sud de la France, où on a appris qu'à Montpellier, la semaine dernière, des violences avaient eu lieu lors d'une manifestation interdite de la Ligue du Midi. France 3 Occitanie qui titre « Montpellier, nouvelle violence de la Ligue du Midi lors d'une manifestation interdite ». Alors qu'est-ce qui s'est passé ? La journaliste Isis Per, qui est correspondante pour l'AFP, rien de moins que ça, à Montpellier, s'est plainte sur Twitter d'avoir été agressée, intimidée par la Ligue du Midi en marge d'une manifestation hommage à Jeanne d'Arc, qui est une remise de gerbes et un déploiement de banderoles était prévu. C'est une manifestation organisée par la Ligue du Midi, mais sur place, la police a interdit la manifestation et donc aucune action de commémoration n'a eu lieu. Pendant ce temps-là, la journaliste filmait la scène avec Richard Roudier, le président de la Ligue du Midi, qui faisait un discours pour dire à ses troupes de se disperser. Et elle a continué à filmer alors que la manifestation interdite de base était terminée et que chacun se rendait à son domicile. Ce qui a provoqué une petite altercation verbale et ça a été monté en épingle de manière énorme sur son compte Twitter et aussi par les médias. Pourquoi ? Parce que la journaliste a ensuite a subi un vol de son portable, vol qu'elle a imputé à la Ligue du Midi, alors même que les derniers éléments de l'enquête démontrent que le voleur de portable n'avait rien à voir avec la manifestation. Donc, on a vu une montée en épingle, Jean-Yves, d'un fait qui était mineur, en fait une altercation verbale qui a été portée comme c'est une agression. Des règles de la propagande, je reviens, là, il y a la déformation et le grossissement. Voilà, ouais. on a les deux. C'est un classique des médias de propagande, enfin des propagandistes, voilà, puisqu'on n'a pas affaire à des journalistes, on a affaire à des propagandistes. Donc ils appliquent les règles de la propagande, c'est bien ça. Et qu'on entend moins dans certains autres cas de véritables agressions de journalistes, comme on a pu le voir ces derniers jours. Lors d'une manifestation à Paris, un journaliste de LDC News a été pris à partie par des antifas. On va regarder les images tout de suite.
Vous n'avez pas le droit de me dégager. Vous n'avez pas le droit de me dégager. Vous n'avez pas le droit de me dégager. L'agression là est bien réelle, les y a un images coup le qui est prouvent, porté, ouais. mais évidemment, les médias n'en parlent pas parce que c'est un journaliste indépendant agressé par des antifas, alors bon, ça compte pas. Et là, on a dans ces deux affaires, on a vraiment tout le traitement médiatique. Hein. Vous savez, c'est l'affaire du kilo de plomb et du kilo de plume. Eh bien, évidemment, le kilo de plume occupe beaucoup plus d'espace médiatique que le kilo de plomb. Encore que c'est même pas des kilos, puisque dans un cas, c'est une fausse agression, Oui. et dans l'autre, c'est une vraie agression. Mais c'est vraiment le mécanisme fondamental des médias qui trompe complètement l'opinion, puisqu'on monte en épingle des faits tout à fait mineurs, et on occulte des faits beaucoup plus graves. C'est tout le fonctionnement de l'information qui est celui-là. Alors on va écouter maintenant Pascal Praud sur les rodéos. Je voulais le dire parce que personne n'en parle et je trouve que ce n'est pas convenable. 2 sœurs de 10 et 11 ans renversées hier par une motocross à Strasbourg, conducteur en fuite. Ni indignation de pseudo-journalistes, ni conférence de presse d'avocats, ni mobilisation associative. Silence et indifférence, quelle inversion des valeurs. #sécurité. Et il a raison. Je dis, il y a 2 poids, 2 mesures. Et sur ce plateau, on essaie qu'il n'y ait jamais 2 poids, 2 mesures. Précisément de parler dans les 2 cas. Dans les 2 cas, nous en parlons. Et nous parlons de ce cas-là. Et alors, puisqu'on parle de rodéo, Jean-Yves, j'ai envie de vous parler d'un autre type de rodéo. C'est Jean-Jacques Bourdin, un journaliste vedette s'il en est, qui a été, arrêté pour excès de vitesse. Et pas qu'un petit excès de vitesse. Excès de grande vitesse. De grande vitesse. Donc Jean-Yves, on voit que finalement, le grand donneur de leçons, Jean-Jacques Bourdin, c'est un délinquant routier. Ah bah si on prend cette expression qui a été créée, un mot de novlangue, qui a été créé il y a une quinzaine d'années, eh oui, c'est un délinquant routier, oui. Est-ce qu'on va continuer à le laisser conduire son émission? Bon, en tout cas, il était très sûr de lui quand ce matin même, ce jeudi, il s'est justifié à l'antenne. Il était très sûr de lui. Hein. Oui, alors il a fait valoir, parce qu'en plus, il était à beaucoup plus de 100 km des studios de la radio RMC, hein. Et donc, il a fait valoir son privilège journalistique, qui permet de se déplacer, évidemment. Bon, il a évoqué une raison personnelle quand même. Il a évoqué 2 raisons, ouais. Une professionnelle et une raison personnelle. Voilà. Ouais. Bon. Privilège journalistique, on ne va pas empêcher les journalistes de circuler. En tout cas, ce qui était intéressant, c'était que dans sa justification, il a dit de toute façon, la route était dégagée, il faisait beau, etc. Donc, finalement, c'était pas grave. Finalement, la délinquance, quand il n'y a pas de risque pour les autres, c'est pas si grave, quoi. C'est un peu ça le message. C'est un excès de vitesse. Excès de grande vitesse, d'accord. Bon. Peut-être un peu pointilleux. Ouais. Alors, ne me forcez pas à défendre Bourdin. Alors, la scène de la semaine, peut-être, c'est après ces matchs de foot sauvages, un petit peu entre cités à Strasbourg, le quotidien s'est rendu sur place pour interviewer l'adjoint au sport de la ville. Et alors que l'appel était évidemment de ne pas stigmatiser ces populations, le journaliste et l'adjoint au maire ont subi un caillassage. Et ça, Jean-Yves, c'est quand même un grand moment de télévision, quand même. Oui, c'est un grand moment de télévision. Bon, en fait, ces faits sont quand même très graves, parce que tous ces matchs qui se sont multipliés un peu partout, en Alsace, en Île-de-France, etc., qu'est-ce que ça montre? Ça montre que ces banlieues de l'immigration sont dans une situation mentale de séparatisme. La loi commune, c'est pas pour eux. Ils n'en ont rien à faire, et la police d'ailleurs explique tranquillement, on peut rien faire. Voilà. C'est-à-dire on peut envoyer effectivement un hélicoptère traquer des gens sur une plage ou dans un sentier de montagne. Ça, la police sait faire, les gendarmeries sont excellents dans ce domaine. Mais pour empêcher des regroupements massifs en banlieue, il y en a eu des dizaines, parce qu'il y a eu les matchs, il y a eu aussi des enterrements, il y a eu... Voilà. Là encore, la loi, elle ne s'applique pas de la même façon pour tout le monde. Alors, pour finir cette revue de presse, on a des petites séquences de propagande. D'abord, BFM sur Donald Trump et Jair Bolsonaro. 2 dirigeants se distinguent en ce moment sur le continent américain, Donald Trump et Jair Bolsonaro. Oui, ils dirigent les 2 pays les plus touchés par le coronavirus, et pourtant dans les 2 cas, ils sont contre les mesures de confinement prises dans certains États de leur pays. Au Brésil, près de 350 000 cas ont été confirmés. C'est le 2e pays le plus touché au monde.
Et le premier pays, le pays le plus touché, c'est bien sûr les États-Unis qui s'apprêtent à franchir une barre terrible, celle des 100 000 morts. Alors ça, c'est extraordinaire. On focalise. Tous les matins, on vous annonce le nombre des morts au Brésil et le nombre de morts aux États-Unis. Pourquoi ? Pour dénigrer Bolsonaro et dénigrer Trump. Alors, évidemment, il faut relativiser les choses. Parce que le Brésil est un pays 3 fois plus peuplé que la France, et les États-Unis 5 fois plus peuplés que la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 90 000 morts aux États-Unis. Pour que les États-Unis dépassent la France en nombre de morts par habitant, il faudrait qu'ils atteignent 150 000 morts. C'est pas impossible, mais c'est pas le cas. Le Brésil, ils ont 22 000 morts. Pour qu'ils dépassent la France, il faudrait qu'ils atteignent 90 000 morts. Donc c'est pas fait. Voilà. Et donc on voit bien l'opération de propagande. Et puis il y a autre chose, c'est que ce sont des États fédéraux. Et donc ce sont les gouverneurs qui ont pris les mesures. C'est ni Trump, ni Bolsonaro. Accessoirement, aux États-Unis, il y a 10 fois plus de morts, dans les États démocrates que dans les États républicains. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est de la faute. Si je faisais de la propagande comme les autres, je dirais, vous voyez, les républicains gèrent mieux que les démocrates. Évidemment, ce n'est pas forcément le cas. C'est simplement le fait que les plus grandes villes sont démocrates, que le plus grand nombre d'Afro-Américains, c'est aussi dans les endroits démocrates. C'est peut-être là aussi qu'il y a le plus de baisse. Il y a des raisons objectives. Mais si c'était l'inverse, je peux vous dire que matin, midi et soir, on vous expliquerait que c'est dans les États républicains que ça se passe mal. Oui, non, que les républicains sont des nuls, etc. Voilà, alors c'est pas le cas. Il faut bien reconnaître que dans cette épidémie, indépendamment de la bonne gestion des gouvernants, il y a des données objectives qui sont les densités de population, les types de population, voilà. Mais en tout cas, là, c'est de la séquence de propagande pure, quoi. Exactement. C'est de la propagande pure. Ce sont des propagandistes. Je crois qu'il faudrait cesser de parler de journalistes. Il faudrait employer le mot propagandiste, c'est plus exact. Et c'est un métier qu'ils font bien. Ben ça, on va le voir avec cette dernière séquence de notre revue de presse, qui est une vidéo de France Culture sur le Puy du Fou. Avec le Puy du Fou, on est vraiment dans une vision totalement idéalisée de la monarchie qui serait une espèce d'âge d'or, en fait. Alors, ça, c'est payé avec votre argent de contribuable. Ouais. Donc, si vous voulez être civique, il faut vous défiscaliser autant que vous le pouvez. Et vous savez que vous pouvez vous défiscaliser en donnant à TV Liberté ou à d'autres organes d'intérêt général, selon vos goûts. Comme ça, vous aidez des gens qui vous réinforment ou qui partagent un certain nombre de vos préférences, et puis vous donnez un peu moins à l'État, puisque vous avez une déduction fiscale et un peu moins pour France Culture. Davantage pour TV Liberté, moins pour France Culture, c'est ce qu'il faut faire. Ouais, et ce serait même bien qu'il n'y ait plus grand-chose du tout pour France Culture, parce que quand on voit cette vidéo de propagande hallucinante, je pense qu'effectivement, ça mériterait bien une petite suppression écoutez, on dit que Kim Jong-un envoie régulièrement des observateurs dans les médias français pour les perfectionner aux techniques de propagande les plus vives, les plus efficaces. Mais Jean-Yves, ça pourrait être de l'humour, mais je suis même pas certain que c'en soit. C'est pas forcément de l'humour. Quand on voit cette vidéo... À vérifier quand même. À vérifier quand même, effectivement, au conditionnel. Passons au deuxième sujet. Camilla Jordana, la haine anti-policier n'est pas couchée. Les propos de Camilla Jordana, tenus dans l'émission N'est pas couché, ont fait scandale. Ces propos, les voici. Je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau, c'est un fait. Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic et j'en fais partie.
Cette séquence médiatique a été commentée de manière massive par les médias ces derniers jours. Alors Jean-Yves, que penser de ces déclarations qui ont suscité tant de débats ? Alors, d'abord, elles sont totalement contraires à la réalité. Je vais juste donner un fait. Il y a eu, il y a quelques semaines, un jeune dans une émeute de banlieue qui a été blessé à l'œil. Le policier a été immédiatement suspendu. Bon. Il y a eu 25 gilets jaunes qui ont perdu un œil depuis 1 an et demi, voire davantage. Les enquêtes sont toujours au point mort. Donc on voit très bien que s'il y a des gens qui sont protégés des excès policiers, c'est pas les manifestants français, c'est plutôt les émeutiers de banlieue. Donc c'est faux. Mais il y a une logique, notamment dans l'émission de Ruquier, qui est l'alliance de l'idéologie des minorités, de l'idéologie de diversité et de la publicité. Et donc, en fait, quand elle dit cela, elle promeut l'idéologie diversitaire et l'idéologie victimaire aussi. Les malheureux sont victimes, et ça lui assure de la publicité. C'est pour ça qu'elle est invitée, c'est pour ça qu'elle publie régulièrement, elle signe toutes les pétitions. Et que les signataires de pétitions, ils promeuvent une idéologie et en même temps ils font de la publicité, puisque les pétitions sont reprises par les médias et on signe leur nom. Donc tout ça marche ensemble. Ça fait partie des techniques de manipulation de l'opinion. Alors Jean-Yves, justement, vous parliez du plateau dont on n'est pas couché. Il y a un élément franchement frappant dans cette séquence, c'est quand même la passivité générale autour d'elle lorsqu'elle parle. Donc comment analyser cette passivité du plateau ? Parce que les gens ont peur. À partir du moment où vous affirmez quelque chose qui est manifestement faux, mais qui va dans le sens de l'idéologie dominante, c'est-à-dire les minorités opprimées, au fond, et qui... Les gens ont peur de la dictature des minorités, et donc, ils se taisent parce que ils veulent pas être alpagués, être diabolisés comme s'étant opposés à une affirmation, qu'elle soit fausse ou vraie, importe peu. Elle est politiquement correcte. Elle est médiatiquement correcte, donc il faut la laisser faire. C'est vrai qu'on a vu Laurent Ruquier plus vindicatif face à d'autres invités, et pareil Valérie Trierweiler qui est journaliste, qui est sur le plateau, qui fait profil bas, qui ne la reprend pas. Elle est journaliste ? Non. Propagandiste. Oui, le terme est peut-être plus exact. Alors Jean-Yves, on s'en tiendra là. Jean-Yves, Camilla Jordana, qui est chanteuse, qui est artiste, elle a un profil particulier qui permet quand même de nuancer un petit peu son expérience des massacres policiers. Si on suit un peu son parcours. Elle le reconnaît elle-même, elle a vécu dans un milieu bourgeois, elle a vécu à l'aise, elle n'a jamais vécu dans les cités. Alors c'est quand même intéressant, parce qu'elle offre un profil qui est un peu un profil, ce qu'on appelait beurre ou beurrette il y a 30 ou 40 ans. Et puis le beurre ou la beurrette, qui était en gros l'arabe d'origine, plus ou moins libérée, elle allait d'ailleurs assez libérée, puisqu'on voit son style, elle a publié avec un sein nu dans sa photo dans un média. Bon, voilà. Ça, c'était le modèle, au fond, du beurre libéré ou de la beurrette libérée il y a 30 ou 40 ans. Et puis, ce qui s'est imposé sur le devant de la scène, c'est plutôt le modèle islamique. Et là, on voit revenir un petit peu ce modèle beurre libéré. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, dans toute sa déclaration, elle est solidaire des cités, elle est solidaire des islamo-racailles, alors qu'elle ne vient pas des cités, qu'elle ne doit pas être très islamiste. Pourquoi elle l'est ? Parce qu'elle l'est par solidarité ethnique. C'est le grand retour de l'ethnique. Les gens qui la mettent en avant ne se rendent pas compte qu'en fait, ils promeuvent l'affirmation des différences raciales, des différences ethniques, des différences d'origine, comme l'étude du Lancet. Oui, c'est vrai. Donc, comme quoi, les médias, malgré eux... la réalité, le choc de la réalité. Sont rattrapés par la réalité. Très bien, Jean-Yves. Eh bien, ça va être la fin de cette émission, mais vous avez un coup de chapeau. Un coup de chapeau à ceux qui nous regardent, certains depuis longtemps. Et ça commence à faire longtemps. Puisqu'on est à la 300e émission, certains qui nous regardent depuis moins longtemps, donc merci à eux. Merci à eux de nous relayer, merci à eux de nous faire connaître, merci à eux de nous soutenir et de soutenir TV Liberté, parce que un plateau, ça demande de l'argent.
Il faut des gens pour tourner, il faut des gens pour monter. Voilà, tout ça ne se fait pas si facilement que ça. Donc, coup de chapeau à ceux qui nous soutiennent et qui nous permettent de combattre les médias de propagande. Très bien Jean-Yves, eh bien c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Et Jean-Yves, on se retrouve à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.